Bien, mes chers collègues, nous achevons notre journée d'audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en recevant Monsieur Didier Casas, secrétaire général de TF1, accompagné de Monsieur François Pellissier, directeur général adjoint Business et Sport, de Madame Peggy Le Gouvello, directrice des relations extérieures, et de Monsieur Julien Millereux, directeur des sports. Madame, messieurs, je vous remercie chaleureusement avec notre rapporteur Cédric Roussel d'avoir accepté l'invitation à cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale, pas sur TF1. Le groupe TF1 a une activité importante et historique en matière de diffusion de sport et notamment de football. Depuis plusieurs années, vous partagez notamment avec M6 la diffusion des matchs de l'équipe de France de football. Ce fut encore le cas lors de l'Euro 2021. Vous pourrez certainement nous présenter l'ensemble de vos activités en la matière et la place qu'occupe le groupe TF1 dans la diffusion du sport en clair dans notre pays. Au-delà, nous serons heureux d'avoir votre opinion sur l'évolution récente du marché des droits sportifs qui connaît une véritable explosion depuis maintenant 20 ans. En tant que diffuseur, vous êtes directement confronté à cette hausse et au péril qu'elle fait peser sur la diffusion du sport en clair à la télévision. Il s'agit de sujets qui nous tiennent à cœur, vous le savez, en tant que parlementaire. Je vous remercie donc d'être venu vous exprimer sur le sujet. Sans plus attendre, je vous cède la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec Cédric Roussel, aussi avec Aurore Berger qui nous accompagne cet après-midi. Vous avez la parole. Monsieur Casas ou Monsieur Pellissier ? Bon, je vais commencer par dire un mot très bref. Merci, messieurs les rapporteurs, madame, messieurs les députés. Simplement pour vous dire que on est évidemment très, très honorés à la fois et très heureux de pouvoir prendre la parole cet après-midi devant votre mission sur ce sujet qui, à nous aussi, nous paraît extrêmement important à bien des égards et dans le cadre que vous avez rappelé. Je vais immédiatement laisser la parole à François Pellissier qui, évidemment, va développer les sujets particuliers que nous voudrions vous présenter cet après-midi. Simplement pour vous dire que, au fond, on a un certain nombre de points d'intérêt qu'on voudrait souligner devant vous. D'abord, peut-être rappeler brièvement le rôle de TF1 comme diffuseur du sport et rappeler les ordres de grandeur et les sujets dont on parle. Dire en plus et ensuite comment, dans le cadre de cette mission d'information parlementaire, nous pourrions exposer nos idées sur la meilleure façon de sécuriser l'exposition du sport en clair au bénéfice des spectateurs, donc les quelques idées que nous avons en la matière, et puis peut-être, si en tout cas vous en êtes d'accord, vous dire un mot, parce que c'est notre actualité et on pense que ça peut avoir un rôle dans le contexte, vous dire en quoi la fusion TF1-M6 permettra à nos yeux de maintenir, d'encourager, de développer une offre ambitieuse, fédératrice, populaire du sport en clair, donc en concentrant le sujet autour de ce projet de fusion. Voilà un peu ce qu'on avait préparé pour cet après-midi, et je laisse la parole immédiatement à François. Il faut que tu me dis. Merci Didier. Bonjour mesdames et messieurs les députés. Alors, en effet, peut-être quelques mots sur la stratégie du groupe TF1 dans l'exposition du sport sur ses antennes et puis surtout l'évolution de cette stratégie dans les dernières années. Vous l'avez rappelé, on est un diffuseur historique du sport en clair, mais avec une stratégie qui a évolué, liée notamment à une inflation assez forte des droits sportifs et surtout à l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment payants, qui sont venus sur ces droits. Donc, il y a encore une dizaine d'années, on diffusait par exemple la Ligue des Champions sur nos antennes, au moins un match, en tout cas le meilleur match par journée. On diffusait la Formule 1, on diffusait la Coupe de France de football. Et puis, depuis maintenant, on va dire 5-6 ans, on a orienter notre stratégie vers les grands événements sportifs, notamment autour des équipes de France. Alors c'est vrai qu'on diffuse beaucoup de football, on est le partenaire historique de l'équipe de France de football, qu'on codiffuse, enfin qu'on partage maintenant avec M6 depuis 4 ans, mais on diffuse également du rugby. On vient de faire l'acquisition par exemple des Coupes du Monde de rugby 2023 et 2022 pour les femmes, et on diffuse du handball, que ce soit les championnats d'Europe ou les championnats du monde féminin et masculin.
Cette stratégie, elle est aussi, en dehors des événements et des diffusions d'événements sportifs, elle repose aussi sur des rendez-vous récurrents, et je dirais même emblématiques, que sont nos magazines du dimanche matin, à la fois Automoto et Téléfoot. Je rappelle que ce sont les deux émissions pratiquement les plus anciennes de la télévision. Automoto, c'est 1975, Téléfoot, 1977. Avec d'ailleurs, comment on l'était déjà. Moi, je regardais déjà Téléfoot. J'avais 7 ans, 77, donc je regardais Téléfoot. Allez, on a le même âge. Et donc, on avait la chance d'ailleurs, c'était le seul endroit où on pouvait voir les matchs et les images des matchs de Ligue 1 et de Division 1 à l'époque, avant que ce soit retransmis par Canal+, et ensuite repris dans différents magazines. Donc il y a ces magazines du dimanche matin. Il y a aussi un rendez-vous tous les dimanches soirs qui s'appelle Rendez-vous Sport, présenté par la journaliste Marine Marc, après le journal de 20h le dimanche. Et puis évidemment, dans nos éditions du 13h de 20h, un certain nombre de sujets réguliers sur le sport. Donc globalement, on va diffuser en fonction des années et des événements sportifs de 100 à 200 heures parfois de sport sur nos antennes. L'année 2022, je vais prendre l'année 2022 comme illustration, ça va être une très grosse année en termes de couverture d'événements, puisque nous allons diffuser 6 événements, dont 4 féminins, sur l'ensemble de l'année. On va démarrer en décembre, je mets décembre 2021 dans l'année 2022, mais on aura le championnat du monde féminin de handball, qui va avoir des championnes olympiques françaises se produire sur nos antennes. On aura ensuite, en janvier, le championnat d'Europe masculin de handball. On aura la finale de la Ligue des Champions, puisque nous avons racheté les droits de la finale de la Ligue des Champions, événement d'importance majeure qui nous a permis de récupérer cette finale à partir de cette saison. On aura en juillet 22 l'Euro féminin de foot, qui aura lieu en Angleterre. Et puis, octobre 2022, la Coupe du monde féminine de rugby, qui devait avoir lieu d'ailleurs comme l'Euro féminin de foot en 2021, mais qui a été décalé à cause de la pandémie. On aura ensuite l'Euro de handball féminin. Et puis enfin, fin d'année, novembre-décembre, la Coupe du monde de football au Qatar. Donc, vous voyez, beaucoup d'événements, à la fois masculins et féminins, qui vont arriver sur nos antennes. Donc c'est évidemment pour nous extrêmement important, voire essentiel, de pouvoir continuer à proposer aux téléspectateurs et aux Français ces grands événements en clair. Je pense que c'est aujourd'hui un enjeu fort de santé publique, un enjeu fort d'éducation. Je pense que si on veut continuer à la fois à pousser les licenciés dans les fédérations, si les infrastructures d'ailleurs suivent derrière, on l'a vu avec la Coupe du monde féminine par exemple, et l'exposition de la Coupe du monde féminine de football, je crois qu'on a, en diffusant cet événement, fait passer un cap au football féminin, au sport féminin d'ailleurs dans son ensemble. Je rappelle quand même que les matchs de l'équipe de France féminine, c'était 10 millions de téléspectateurs en moyenne, les 5 matchs qui ont été diffusés sur TF1. Jamais un match de sport féminin n'avait eu une telle audience sur une grande chaîne. Et je pense que ça fait partie de notre rôle, même si on n'est pas le service public, on est la première chaîne leader en France, et ça fait partie de notre rôle, notre mission, de continuer à pouvoir proposer ces événements aux Français. Et nous, on a conscience de cet enjeu. Encore faut-il, et je pense que ça fera probablement l'objet de discussions entre nous et de vos questions, qu'on puisse continuer à le faire. Je pense aux événements d'importance majeure, au décret, à la liste des événements d'importance majeure. Je pense à un certain nombre, de garde-fous que nous devons mettre en place tous ensemble pour pouvoir continuer à proposer ça en clair, en tout cas le maximum d'expositions en clair, à trouver le bon équilibre entre les diffusions en clair, en payant, que ce soit sur les plateformes ou les chaînes payantes. Vous évoquiez tout à l'heure donc le projet de fusion entre TF1 et M6. Qu'est-ce que cela, très concrètement, changerait, modifierait en termes de diffusion des événements sportifs
en clair entre les deux entités si elles étaient amenées à se rapprocher, ou est-ce qu'il y aurait des changements majeurs, voilà. Je vais bien sûr, nous allons bien sûr répondre à votre question. Si vous me permettez, je saisis l'occasion juste pour repréciser très très brièvement, au fond, puisqu'on parle de cette fusion, en 2 mots, pourquoi on le fait, parce qu'au fond, ça répond assez largement, je crois, à la question que vous posez. Si on élargit un tout petit peu la focale, vous avez bien en tête que le modèle économique, au fond, de la télé en clair, il est, si on le réduit à sa plus simple expression, en fait, c'est une forme de cercle vertueux qui fait qu'on a des contenus qui peuvent être soit de l'information, soit des contenus d'une autre nature, dont d'ailleurs des contenus sport, qui sont susceptibles d'alimenter via des audiences les plus importantes possibles, d'alimenter des recettes de publicité qui sont pour nous évidemment essentielles et qu'on souhaite être les plus importantes possibles, recettes de publicité qui naturellement à leur tour permettent de financer les contenus, et c'est ainsi que le cercle vertueux se reproduit. La toute petite difficulté, c'est que aujourd'hui, sur à peu près chaque point de ce cercle, le modèle est percuté, de sorte que le cercle vertueux que j'ai rapidement décrit, il se déforme, et plus le temps passe, plus il se déforme, ce qui conduit nos entreprises, le groupe TF1, le groupe M6 et en tout cas leurs actionnaires respectifs, à se dire qu'il faut bouger. Pourquoi ces points sur le cercle sont percutés? Si on les prend les uns après les autres, on voit que les mutations sont très fortes. Si je commence par les audiences d'abord, en fait, on voit bien que les audiences, aujourd'hui, le temps moyen passé devant la télévision linéaire se réduit fortement au bénéfice du temps moyen passé devant l'ensemble des écrans non linéaires, quelle que soit la formule du reste, soit le non linéaire des groupes que nous sommes, soit le non linéaire d'autres groupes, et en particulier les plateformes dont on pourra reparler. Si je vais ensuite au contenu, les contenus, et on reviendra au contenu sport dans un instant, les contenus c'est pareil, soit nous avons de plus en plus de difficultés à atteindre ces contenus, simplement parce que les plateformes qui les produisent ou les studios qui les produisent, souvent aux États-Unis, ont eux-mêmes leur propre plateforme et ne nous mettent plus en situation d'accéder à leurs contenus, c'est-à-dire de leur acheter des contenus. Ils préfèrent les réserver en exclusivité à leur plateforme. C'est typiquement une stratégie à la Disney, par exemple, avec Disney et les studios américains qui sont dans le groupe Disney produisent des contenus et les réservent à leur plateforme, de sorte que nous ne pouvons plus, ou en tout cas beaucoup moins facilement qu'avant, les acquérir pour les proposer aux téléspectateurs. Donc ça, c'est première hypothèse. Et deuxième hypothèse, sur d'autres contenus, ils sont beaucoup plus coûteux à produire, simplement parce que le standard de qualité minimum, et c'est sans doute tant mieux pour tout le monde, y compris pour les téléspectateurs, s'est élevé, de sorte que les productions aujourd'hui sont beaucoup plus coûteuses. Et puis, si on continue la percussion contre chacun des points du cercle, la publicité, pareil, on constate la publicité télévisuelle arrive à un plateau, au fond, tandis que la publicité digitale sur Internet, elle, est en pleine explosion. Et donc, on voit bien que de plus en plus, les annonceurs choisissent en faveur du digital. Donc, tout cela ensemble fait que, on voit bien qu'on a un système qui se grippe, d'accord, et qui conduit les grands groupes audiovisuels que nous sommes à vouloir se rapprocher, non pas, pour que les choses soient bien claires, parce qu'on l'entend parfois et c'est une sottise, non pas pour concurrencer Netflix ou pour concurrencer Disney ou pour concurrencer je ne sais qui encore. Notre projet n'est certainement pas celui-là, pour la raison simple, c'est qu'évidemment on est beaucoup plus petit que ces acteurs, et même après fusion, si la fusion est autorisée, nous serions beaucoup plus petits que ces acteurs, il n'y a aucun doute là-dessus. Et la deuxième raison, c'est que nous ne faisons tout simplement pas le même métier que ces plateformes. Je rappelle que nous avons des offres linéaires, avec des offres d'information, des offres live, bref, avec un volet beaucoup plus large de contenu. D'accord ? Donc notre ambition n'est pas d'aller concurrencer les plateformes sur leur terrain, mais simplement de nous organiser, nous, au plan national, pour être capable de résister à ce que j'appelle la déformation du cercle vertueux de l'audiovisuel, si je peux résumer ainsi la situation stratégique dans laquelle on est. Voilà en gros le schéma d'ensemble. Alors après, sur la question particulière du sport. J'ai presque envie de poser une question. Si vous dites quel est le point commun entre Omar Sy, le championnat de France de football et Molotov?
qui sont tous passés sous pavillon américain. Moi, je pense que si on veut réussir à avoir une offre locale forte, puissante, pour pouvoir avoir une alternative forte, puissante pour les téléspectateurs et puis pour les annonceurs, je parle aussi en tant que patron de la régie pub, il est essentiel qu'on ait des acteurs nationaux puissants pour pouvoir continuer à investir dans des contenus de qualité, mais aussi dans des événements de sport dont les droits, vous le savez, ne cessent d'augmenter, même si parfois il y a quelques bulles qui explosent. Comment ? Laquelle ? Il y a peut-être une opportunité, en tout cas une forte baisse là qu'il y a eu après le défaut de Mediapro. Et c'était une de mes questions d'ailleurs. Pourquoi vous n'avez pas candidaté d'ailleurs? Enfin, je ne sais pas, à moins que vous l'ayez fait. D'autant que Téléfoot était, j'allais dire, la marque de Mediapro. On aurait pu penser naturellement que vous auriez repris le flambeau. Alors là-dessus, j'ai une réponse assez simple. Pour opérer nos 5 chaînes en clair et nos chaînes payantes, hein, donc, dont TF1, bien sûr, on dépense un peu moins d'1 milliard d'euros par an. Les droits du championnat de Ligue 1, quand ils ont été achetés par Mediapro et beIN, c'était plus d'1 milliard d'euros. Bon. Vous avez la réponse. On n'a pas les moyens aujourd'hui d'accéder à ces événements-là. C'est pas qu'on aimerait, c'est pas qu'on ne souhaiterait pas le faire. On a proposé d'ailleurs à la Ligue de football de diffuser au moment où il y a eu un petit entre-deux, le PSG Marseille, c'était le PSG Marseille, qui n'avait pas de diffuseur, puis finalement Canal a réussi à l'obtenir. On peut faire un coup ici ou là sur ce type d'événement. On adorerait, hein, moi j'adorerais diffuser quelques matchs de Ligue 1. Mais ceux que j'aimerais diffuser, d'abord, c'est ceux qui ont la valeur pour le payant. Et puis les niveaux aujourd'hui demandés sont absolument sans aucun rapport avec ce qu'on est capable de mettre dans nos grilles de programme. On ne saurait pas monétiser ces droits-là en pub. Donc c'est bien toute la difficulté de l'équilibre à trouver, à la fois pour que les ayants droit puissent avoir l'argent nécessaire pour leur mission, et puis nous, d'avoir un modèle économique quand même qui soit équilibré et sensé. Venons-en, c'est équilibré ou pas? Aujourd'hui, donc, vous avez 1 milliard, c'est ça, d'acquisition de droits? Un peu moins d'1 milliard pour l'ensemble de nos contenus, pour faire de l'information, de la fiction, du cinéma, et un peu de sport, et du divertissement. Je vous parle de 1 milliard pour faire 5 chaînes de télévision. Hein. Tout contenu confondu. Hein. Spécifiquement donc sur le sport, est-ce que sur cette partie-là, donc vous êtes à l'équilibre? Oui, non, déficitaire? Comment a évolué l'équilibre ces dernières années? Ça, j'ai une réponse assez simple. On ne gagne pas d'argent avec le sport, on en perd. Et je pense qu'il n'y a pas un opérateur aujourd'hui qui gagne de l'argent avec le sport, que ce soit un opérateur en clair, privé, public ou payant. On ne gagne pas d'argent avec le sport. Alors justement, puisque nous, on est très sensibles et très attentifs à retrouver un meilleur équilibre entre l'offre gratuite, ce qui est diffusé aujourd'hui en termes d'événements sportifs, qui est très peu, hein, peut-être 5-6% aujourd'hui des événements sportifs sont diffusés en clair, en gratuit, et l'offre payante. Donc là, il y a un déséquilibre très fort, mais je pense que y compris avec d'autres concurrents de chaînes en clair, vous avez les mêmes soucis quand vous parlez d'inflation des droits sportifs. Certains, France Télévisions nous disaient aussi qu'il y avait même un problème de moyens financiers. Ce n'est pas un budget non plus extensible d'acquisition des droits, donc c'était très compliqué. Et ils avaient une demande particulière qui était de rétablir la publicité après 20 heures pour les événements sportifs. Ouais, j'imagine que, comme les autres chaînes commerciales, vous êtes plutôt sceptique sur cette proposition. Oui, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que le gâteau publicitaire, comme l'a dit très justement Didier, il n'est pas extensible. Aujourd'hui, ça fait à peu près une dizaine d'années que le marché de la pub télé, c'est environ 3,2 milliards, entre 3,2 milliards et 3,4 milliards. Bon, si on redonne de la pub à France Télé, c'est de la pub en moins pour nous. Donc ça va, nous, en tout cas, nous affaiblir sur notre capacité à aller chercher des droits supplémentaires et même à conserver ce qu'on a aujourd'hui. Là, j'ai l'impression qu'on est raisonnement exclusivement sur les droits premium. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de sports qui ont le challenge d'être exposés.
Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi ce côté-là vertueux pour l'ensemble des sports, d'avoir donc un acteur public peut-être qui a les moyens de diffuser plus de sport, puisque là, vous diffusez, vous pouvez peut-être le redire, combien de disciplines donc Alors là-dessus, vous avez totalement raison. Nous, on est, vous le savez, financé par la pub. Donc nous, on a besoin, pour pouvoir monétiser nos cases, d'avoir des audiences assez puissantes pour pouvoir avoir des revenus publicitaires en face. La mission de service public, je ne suis pas là pour dire ce que va faire le service public, elle est probablement autre, puisqu'ils sont déjà financés par la redevance. Donc, qu'ils soient là pour avoir une exposition maximale du nombre de sports et du sport, moi, j'ai aucun problème avec ça et c'est tout à fait légitime. Ce que je dis simplement, c'est que les ressources, nous, c'est la pub, et que si on nous enlève une partie de la pub, ce sont des ressources en moins pour nous pour continuer à investir dans ces droits-là. Donc, toute la problématique, elle est là-dedans. C'est qu'il faut trouver un équilibre et que je crois qu'aujourd'hui, l'équilibre, il est plutôt sain. Je veux bien parce que vous êtes très clair. MyTF1, donc vous parliez justement, M. Casas, sur le fait que la publicité digitale, enfin ce marché-là est plus porteur. Donc, quelle est la stratégie que vous avez est-ce qu'il y a une stratégie de diffusion, alors je peux parler peut-être directeur des sports, mais de diffusion de sport via ce canal-là spécifiquement ou pas? Enfin, remarque peut-être que je me trompe, MyTF1, c'est quoi? Alors, MyTF1, c'est avant tout un service de replay de nos programmes. Alors bon, j'ai l'impression que je suis en train de pleurer, je passe mon temps à pleurer, mais le marché de la publicité digitale, en effet, il est en pleine croissance. Il va représenter entre 7,5 milliards et 8 milliards d'euros cette année. Mais sur ces 7,5 milliards ou ces 8 milliards, il y en a 80% qui vont à Google, Facebook et Amazon. Donc, vous voyez, il reste une portion, certes, non négligeable, mais nous, on en a vraiment une très, très faible partie de ces revenus. Donc, le financement sur une plateforme comme MyTF1 d'événements sportifs, elle est impossible. Je m'excuse, donc c'est pas une plateforme OTT, enfin, c'est pas un développement OTT de votre chaîne, c'est pas comme France TV, France.tv, enfin, France 2.tv, etc. Vous n'avez pas de chaîne... De chaînes OTT ou de développement de chaînes OTT, enfin, c'est pas une chaîne d'ailleurs, de plateforme OTT. Non. Il y a une plateforme OTT dont on est actionnaire qui est Salto, mais enfin, on ne peut pas faire de sport sur Salto, donc ça règle déjà le sujet. Et encore une fois, sur MyTF1, c'est avant tout du replay. Voilà. Ouais. Ce soir. Aurore Berger pour une question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, moi j'avais deux questions. Une première question en rebond. Quand vous dites on ne gagne pas d'argent avec le sport, je comprends bien pourquoi, mais pour autant, c'est le fait d'avoir des événements live, c'est aussi probablement ce qui distingue le plus ce qu'est le linéaire du non-linéaire et la nécessité, l'intérêt même de ce qu'est le linéaire. Dès lors, est-ce que vous considérez qu'il est nécessaire pour vous, dans votre stratégie linéaire, de continuer évidemment à accueillir des grands événements sportifs qui sont des événements collectifs importants? Et ma deuxième question, qui est plus liée directement en fait, à l'objet pour moi de cette mission, c'est sur les enjeux de régulation. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il faut plus ou moins de régulation? C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que vous souffrez d'un excès de régulation qui vous empêche d'acquérir des droits ou d'avoir suffisamment de moyens, en tout cas pour les acquérir, ou est-ce que vous considérez qu'il faudrait plus de régulation sur le marché des droits? Bon, alors, votre première question, elle est très pertinente parce qu'en effet, aujourd'hui, ce qui fait la différence par rapport aux plateformes, c'est le live. Et le live, c'est le sport parce que le sport, ça ne se consomme qu'en direct. C'est toujours avec un peu moins de saveur quand on regarde un match dont on connaît le résultat. Donc évidemment, c'est essentiel pour nous de pouvoir continuer à proposer ça. Au-delà de l'intérêt, d'abord, je pense, pour les Français, évidemment, l'intérêt pour nous, il est de continuer à pouvoir proposer ces événements qui sont capables de réunir plusieurs millions de téléspectateurs devant leur écran pour suivre un match ou une compétition. Donc ça, évidemment, c'est essentiel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on continue, malgré le fait de perdre de l'argent sur ces événements, à investir et à pouvoir, on vient de le faire là, on a acquis les droits de la Coupe du Monde de rugby, je ne vous révélerai pas le montant, mais enfin à un prix très confortable. Mais on sait que ce sera un événement exceptionnel, d'abord parce qu'il a lieu en France, et d'ailleurs ça rejoint la deuxième question
sur la régulation, parce que je pense qu'il faut aussi faire la différence entre les événements qui ont lieu en France et les événements qui ont lieu à l'étranger. La plupart du temps, les événements qui ont lieu en France, il y a quand même une partie de l'argent public dans les stades, dans l'organisation qui est injectée. Donc, mais c'est évident que pour nous, proposer ces grands événements, c'est une obligation. Sur la deuxième question, je dirais que le premier point, et pour nous c'est une nécessité, une urgence, c'est de réformer le décret de la liste des événements d'importance majeure. Alors, je ne dis pas qu'il faut, parce que je crois qu'en Europe, on a déjà suffisamment de sports, je ne dis pas qu'il faut nécessairement augmenter le nombre de sports et la couverture du nombre de sports, mais il faut sécuriser un certain nombre de choses sur les grands événements, et puis aussi retrouver peut-être une certaine cohérence. Donc là-dessus, on a des idées assez claires. Je peux vous en donner 2-3. D'abord, je pense que sur le genre, il ne faut plus faire de distinction entre les hommes et les femmes. Donc, quand on parle d'une Coupe du Monde de foot, c'est vrai pour une Coupe du Monde féminine ou une Coupe du Monde masculine. Il ne faut pas faire la différence. Il faut, je pense, sur les grands événements, qu'il y ait... Alors, aujourd'hui, on est protégé par les ayants droit eux-mêmes, qui ont bien conscience que l'exposition a une grande valeur et ne peut pas être sortie. D'ailleurs, on l'a vu avec la Formule 1. La Formule 1 était passée en tout payant sur tous les pays. Puis ils ont essayé de revenir quand même sur le gratuit parce que la compétition avait perdu beaucoup d'attrait. Là, quand on fait la Coupe du Monde de rugby, il y a un minimum de matchs qui doit être diffusé en clair. En l'occurrence, là, c'était 21. Mais c'est une volonté de World Rugby. Si World Rugby avait décidé de ne mettre que les événements protégés, c'était les demi-finales et la finale, uniquement, et sans les matchs de l'équipe de France. Puisque, incohérence de la liste des événements d'importance majeure, l'équipe de France de rugby, les matchs de l'équipe de France de rugby ne sont pas protégés. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont sur une chaîne payante pour la tournée de printemps ou d'été. Et donc, on aurait très bien pu avoir une Coupe du Monde de rugby en France, diffusée sur une plateforme américaine, payante, pour le France All Black et tous les matchs de l'équipe de France, et puis pratiquement la totalité de la compétition. Donc ça, il faut absolument que sur ces événements-là, et je pense à l'Euro de foot, à la Coupe du Monde de foot, à la Coupe du Monde de rugby, qu'on impose un minimum de diffusion en clair, au moins la moitié. Je pense que ce serait la logique pour qu'on puisse au moins sécuriser ça et qu'on n'ait pas à un moment le risque, avec l'arrivée de nombreuses plateformes, que ces droits aussi nous échappent. Voilà, je voulais parler du rugby, je voulais parler des femmes, je voulais parler des grands événements. Ça pourrait être aussi une demi-finale de Ligue des Champions avec un club français. Aujourd'hui, seule la finale est protégée. Je pense qu'une demi-finale de Ligue des Champions de foot avec un club français, ce serait bien que l'ensemble des Français puissent y avoir accès de manière gratuite. Donc ça, je pense que c'est très important. Et je voulais juste aussi rajouter un point sur la régulation. On est souvent confronté à des ayants droit qui ne sont pas en France. La FIFA, l'UEFA sont en Suisse. Les droits d'ailleurs de l'équipe de France de football sont commercialisés par une agence CA11 qui travaille pour l'UEFA, qui est également en Suisse. World Rugby est à Dublin. Donc on est confronté à des appels d'offres qui ne sont pas régis par la loi française, très souvent régis par le droit suisse, avec donc des appels d'offres qui sont, je dirais, un peu menés comme bon leur semble, et sans vraiment, pour nous, beaucoup de latitude et de dialogue. Simplement pour ajouter un point à ce que vient de dire François, évidemment, c'est essentiel dans le cadre de votre mission d'information. L'ensemble de ce qui vient d'être indiqué répond à des considérations d'équilibre économique qui apparaissent clairement à tout le monde. Mais derrière ça, et je suis persuadé que vous l'avez évidemment tout à fait à l'esprit, derrière la protection d'un minimum d'événements sportifs majeurs en clair à la télé, il y a évidemment des problématiques d'accès au sport et d'éducation au sport. C'est un élément qu'on n'a pas cité depuis le début de cette intervention cet après-midi, mais ça nous paraît extrêmement important. L'éducation populaire au sport, le fait que les enfants puissent avoir librement accès aux événements sportifs à la télévision participe grandement à la pratique sportive. Et c'est
à nos yeux, aussi un élément qui est extrêmement important et qui est de nature à justifier, je dirais, l'évolution du décret EUM. Je le dis au passage parce qu'évidemment, naturellement, on songe aux équilibres économiques, bien entendu, mais il y a quand même derrière tout ça des considérations d'intérêt général qui me paraissent extrêmement importantes. C'est tout à fait juste, et je pense qu'on a tous eu l'expérience étant enfant. Ce qui nous a donné quand même souvent envie de faire du sport, c'est de le voir à la télé et de s'identifier finalement aux sportifs de haut niveau qui nous font rêver. On avait dans la précédente audition un exemple qui nous a été donné sur le parasport, la paranatation italienne, qui sont diffusés par la RAI, du coup, par la chaîne publique, de façon vraiment très régulière et qui ont produit des résultats pour transiter des podiums paralympiques à Tokyo extraordinaires. Je crois qu'ils ont eu 38 médailles en natation, les paralympiques italiens, et 11 en or. C'est-à-dire le bilan même de la France au total, de l'ensemble des disciplines, ils l'ont eu en natation grâce à cet engouement qui est né d'une diffusion et d'une exposition d'un parasport. Mais l'incarnation est très importante, vous parlez du parasport, mais moi je pense par exemple à un jeune nageur qui était au Curin, je ne sais pas si vous voyez qui était au Curin, qui est un jeune nageur qui n'a plus de membres ni supérieur ni inférieur, qui est un nageur exceptionnel. D'ailleurs, il est en train de traverser, je crois, le lac Titicaca avec deux autres nageurs, dont Maliam était là. On a fait une fiction avec lui, avec Alexandra Sublet. C'est une autre manière de mettre ces sportifs en avant, mais je pense que l'incarnation et l'identification aux sportifs, elle est essentielle pour les enfants et pour leur donner envie de faire du sport. D'autant plus, nous, on a le même âge, on n'avait pas de tablette à notre époque, donc on pouvait aller jouer au foot dans les terrains vagues à côté, mais si on veut que les enfants continuent à aller dehors pour jouer au foot avec leurs copains plutôt que d'être sur leur tablette ou sur d'autres écrans, il est essentiel de leur donner envie, et le meilleur moyen de leur donner envie, c'est de leur montrer du sport. J'en profite simplement, je relève juste un point dans ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le député. À nos yeux, en tout cas, vous me permettrez de dire ça, les considérations d'intérêt général qui peuvent conduire à défendre, à sécuriser l'accès en clair du sport à la télé, vous donniez l'exemple tout à fait pertinent du parasport, à nos yeux, les considérations d'intérêt général, elles peuvent être servies par d'autres chaînes que des chaînes de service public, pour que les choses soient bien claires. Non, mais je tenais à souligner ce point. Juste reviens sur une remarque que vous avez dit, Monsieur Gaza, sur le temps d'exposition pour le coup du téléspectateur devant sa télé, qui a tendance à se réduire. On a pu donc regarder et étudier de plus près la typologie d'appel d'offres qui avait été fait notamment dans le cadre de la commercialisation donc des droits du championnat de Ligue 1 de foot. Si ça avait été pas à ce prix-là, mais pas cher, mais moins cher, ou dans vos tarifs, parce que après, voilà, il y a les événements sportifs avec un temps donné et un championnat. Et le championnat, il y a quand même ensuite très certainement des considérations de choix de grille. Je veux dire, est-ce que j'ai envie de dire que c'est un est-ce que ça rentre en ligne de compte aussi dans votre appréciation, dans votre investissement, très clairement? Et est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne peut pas avoir une réflexion qui là, mènerait davantage des acteurs eux-mêmes et des ayants droit, etc., pour aussi allotir différemment, qui puisse permettre donc de montrer du sport, que ce soit en live ou pas d'ailleurs, ou de parler de sport dans l'exploitation des images qui pourraient être faites notamment sous d'autres... J'ai deux éléments de réponse à votre question, monsieur le député. Le premier, c'est de dire, pour pas qu'il y ait de malentendu, que le temps d'écran au global, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus, s'accroît plutôt. Et je disais simplement qu'il y a une évolution, j'allais dire, croisée entre le temps devant les écrans en linéaire, d'accord, versus le non linéaire. Bon, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, par rapport à ce que vous dites, si je comprends bien votre question, je pense que l'avantage d'un groupe qui dispose de plusieurs chaînes, précisément devant des compétitions qui, le cas échéant, peuvent effectivement s'étendre sur des périodes longues, avec des événements qui sont de nature à appeler
ou attirer plus ou moins de téléspectateurs. On peut effectivement imaginer, quand il y a plusieurs chaînes, d'avoir des diffusions sur plusieurs chaînes du même groupe. C'est-à-dire de ne pas tout diffuser sur la même chaîne. Je pense que c'est une des remarques, une des réponses à votre question. Non, mais après, pour revenir à la Ligue 1, puisque vous parlez de la Ligue 1, la problématique, il faut la voir un peu plus globalement, c'est-à-dire quel est l'objectif des clubs? Parce que les droits, ils appartiennent aux clubs de foot qui ont la Ligue de football pour les commercialiser, mais si on revient juste un peu à la jeunesse, que je sens bien que la question des droits de la Ligue 1 est un point crucial. C'était aussi une demande des clubs de foot d'avoir des revenus beaucoup plus élevés. La problématique, elle est de ce qui relève du modèle économique du football et du football professionnel. Aujourd'hui, il est extrêmement dépendant des droits télé. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain dans un modèle économique, mais ce qui est vrai pour le foot est vrai pour d'autres secteurs, de dépendre très fortement d'une seule source de revenus? Je n'ai pas de réponse. Et je dis juste qu'à un moment, c'est aussi ça qui conduit parfois à essayer de maximiser ces revenus-là au détriment finalement d'un modèle économique un peu plus sain et cohérent. Donc oui, il y a un intérêt. Il y aurait un intérêt pour un groupe comme TF1 pour diffuser quelques matchs de temps en temps. Et d'ailleurs, nous, on a... c'est exceptionnel, récupérer des droits de Ligue 1 là, depuis quelques jours. On a fait un deal avec Amazon. Ça faisait 14 ans qu'on n'ait pas l'image de Ligue 1 dans Téléfoot. Bon, on a réussi à le faire parce que Amazon a bien pris conscience qu'il fallait quand même un peu exposer la Ligue 1 parce que au bout d'un moment, plus personne n'allait entendre parler, plus personne n'allait avoir envie de s'abonner à Amazon. Donc on a trouvé un accord tout à fait correct pour nous. Ça nous permet quand même de proposer aux Français chaque dimanche matin quelques buts de Ligue 1 du week-end. Mais la problématique, c'est toujours la même. C'est quel est l'objectif des ayants droit? Nous, on estime que l'exposition a une valeur, mais encore faut-il le reconnaître. Et faut-il avoir aussi une politique, je dirais, un peu globale de son modèle économique, de son exposition et de la valeur globale de ces marques. Justement, mais sans être forcément sur les lots principaux de diffusion des matchs en direct, est-ce que vous seriez intéressé par une meilleure définition d'allotissement? Je pense au format court, je pense au magazine, bien évidemment, puisque vous avez là-dessus une antériorité, un historique. Peut-être de remettre un petit pied, sans que ça vous coûte non plus ce que coûtent aujourd'hui les lots premium. Là, on met un petit ticket, mais parce qu'on a eu la possibilité de le faire. Avant, les droits du magazine, ils étaient avec des matchs. Donc, c'était inaccessible pour nous. Ils étaient avec le lot principal. Et puis, il ne faut pas non plus se mentir. Les matchs qui sont capables de faire de l'audience, alors c'est vrai qu'on a d'autres chaînes, mais enfin, les matchs qui sont capables de faire de l'audience sur TF1, il y en a 5-6 dans la saison. C'est PSG Marseille, c'est PSG Lyon, c'est les grosses affiches. Ouais, c'est celles-là aussi qui ont de la valeur pour le payant. Donc, comme on n'a pas les moyens du payant, la difficulté, elle est là quand même. Moi aussi. À un moment donné, je vais devoir partir aussi. Non. Il n'y a plus de questions. Ok. Non, mais moi, je n'ai plus trop de questions parce que vous avez été assez clair et c'est l'avantage peut-être de regarder aussi les auditions avant parce que vous savez effectivement directement où est-ce qu'on aimerait vous entendre et en tout cas, vous y avez répondu. Juste pour revenir sur le décret EIM. J'avais demandé à titre personnel donc si on pouvait avoir en tout cas à la ministre de la Culture, mais ça n'a pas été accepté, une évaluation du décret en fait, parce que juste la question, parce que on comprend que c'est un outil et maintenant c'est sur l'efficacité même de l'outil et son utilisation vraiment et son efficacité à ce que il y ait effectivement donc des matchs donc d'accès en clair, on va dire, sachant qu'on a vu l'étude Adopi qui montrait que, l'exposition en clair était plutôt à tendance
en tout cas stagnante, on va dire au mieux. Est-ce que vous avez des propositions de ce côté-là pour faire en sorte qu'on passe d'une obligation de moyens, une obligation de résultat quelque part de ces diffusions, enfin un peu plus qu'on atteigne cet objectif-là, mais et en ça peut-être illustrer que vous nous expliquiez ou donner peut-être plus de détails sur le dernier appel d'offres que vous avez acquis avec M6 justement pour la commercialisation des droits de diffusion de l'équipe de France de football. Voilà, je me pose tout simplement cette question de savoir si vous-même, sur ce, hormis donc rajouter des disciplines, j'ai envie de dire, mais le décret en lui-même, est-ce que cet outil-là, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres ressorts qui permettraient d'atteindre l'objectif d'une amélioration d'exposition? C'était ça la première question. En dehors de cette liste, je ne vois pas bien comment on peut obliger les ayants droit à privilégier l'exposition au détriment de l'argent. Encore une fois, c'est pour ça que je parle bien du modèle économique du sport professionnel. Ce qui est vrai pour le football, d'ailleurs peut-être vrai pour d'autres sports. On voit quand même que le basket aujourd'hui n'a pas de diffuseur. Et ils ont eu pendant des années un diffuseur qui leur donnait 10 millions par an, puis tout d'un coup, ça s'arrête. Et alors là, c'est une catastrophe parce que les 10 millions, on les retrouve nulle part. Donc, c'est bien toute la question du modèle économique du sport professionnel qui est en jeu. Et pas uniquement une question d'exposition, parce que l'exposition, les moyens, honnêtement, les moyens, on espère que si la fusion aboutit, on aura un peu plus, mais les moyens des diffuseurs, ils ne sont pas extensibles. Sur le sport, on perd de l'argent, je le répète. Donc à un moment, on peut continuer à en perdre, mais en perdre plus, c'est là où est la limite. Donc le sujet, il ne nous concerne pas nécessairement. Il concerne plus les ressources de revenus du sport. Juste sur est-ce qu'on peut avoir des détails sur l'appel d'offres que vous avez gagné? Alors, vous parlez de l'équipe de France, parce que, on en a gagné un qui est en cours, c'était donc sur la saison 2018-2022. En revanche, il y en a un autre qui est en cours également, puisque nous avons répondu à un appel d'offres, d'ailleurs seul, c'est une notoriété publique, donc on peut dire qu'on y était les seuls, sur l'équipe de France de football pour 2022-2026. Voire 2028, il y avait une option pour 2 ans supplémentaires, et puis pour les Euros 2024 et 2028. Mais cet appel d'offres a été donné infructueux par l'UEFA, donc il y a des discussions qui vont probablement venir. Celui que vous avez acquis conjointement avec M6 ? C'est celui-là dont je parle, mais celui-là, il arrive à échéance en 2022, en mars 2022. Il y a des chiffres qui circulent, mais nous, on ne communique jamais sur les chiffres des montants d'acquisition. Je suis désolé, mais il y a des chiffres qui circulent, donc les journalistes sont souvent bien informés. On regardera la presse spécialisée, alors. OK. Est-ce que je me tourne vers vous, monsieur l'administrateur, si vous voyez des choses aussi, puisque maintenant je suis bien seul, notre président est parti. Est-ce que Aurore Berger aurait encore une question ou pas? Voilà, donc on va en conclure là. Et vous remercier pour déjà la clarté de vos réponses. Et on vous donnera donc certainement rendez-vous prochainement pour suivre l'évolution notamment du sport sur votre chaîne. Et peut-être qu'on se reverra dans d'autres occasions aussi pour d'autres raisons, on va dire, législatives ou pas. Mais en tout cas, merci en tout cas pour vos disponibilités, mesdames et messieurs. Merci.